Je me trouvais dans un espace de coworking il y a quelques jours. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, le cliquetis des claviers se mêlait au tintement des tasses de café. Une femme était assise face à un homme. Deux inconnus, deux travailleurs. Rien d'inhabituel. Et pourtant, son corps parlait plus fort que ses mots. Sa posture raide, ses regards furtifs, ses gestes amplifiés à chaque email. Elle ne travaillait pas. Elle jouait un rôle. Toutes les quelques minutes, elle lançait des phrases dans le vide. Le nombre d'heures de sommeil, la quantité de projets, l'équilibre fragile entre surcharge et maîtrise. Ce n'était pas de la vantardise, c'était plus étrange. Comme si elle avait besoin qu'il soit témoin de son effort, qu'il mesure sa propre valeur à travers elle, alors qu'il n'avait jamais accepté d'entrer dans ce jeu. Lui, absorbé par son écran, ne savait même pas qu'il avait été enrôlé dans une rivalité invisible. Et c'est là que j'ai compris. De plus en plus de femmes modernes semblent incapables d'exister près des hommes sans chercher à les dépasser. Pas par haine, pas par désir de domination, mais parce que, quelque part, le monde leur a soufflé que leur valeur n'existe que si un homme la voit et reste derrière. C'est une forme subtile de désespoir. Élégant, bien habillé, performant, mais désespoir tout de même. Le plus troublant, c'est que les hommes ne jouent pas la partie. Ils ne répondent pas, ne rivalisent pas, ne cherchent pas à égaler cette énergie. Ils vivent simplement. Un homme achète une maison parce qu'il a besoin d'un toit. Une femme y voit un seuil à franchir pour ne pas être en retard. Un homme obtient une promotion pour gagner davantage. Une femme l'interprète comme une attente qu'elle doit égaler pour ne pas être perçue comme inférieure. C'est une compétition à sens unique, qui existe surtout dans le psychisme féminin, mais qui façonne pourtant la plupart des interactions modernes entre hommes et femmes. Et voici le rebondissement que peu remarquent. Cette impulsion compétitive ne vient pas de la force, elle vient de la pression. Pression de ne jamais dépendre, pression de ne jamais paraître vulnérable, pression de ne jamais risquer qu'un homme la regarde et pense qu'elle n'est pas assez. L'ironie est cruelle. Plus une femme tente de distancer les hommes, plus elle s'éloigne de ce qu'elle désire réellement. La connexion, l'admiration, le partenariat, la sécurité émotionnelle. Chaque segment laisse une tension suspendue. Chaque révélation appelle à la réflexion. Et toi, que vois-tu dans cette rivalité invisible? Est-ce une illusion sociale ou une vérité que nous refusons d'affronter? Si tu reconnais ces dynamiques autour de toi, partage ton expérience en commentaire. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite, car ce n'est que le début d'une exploration plus profonde. Il y a peu, j'ai rencontré un homme qui m'a confié une histoire révélatrice. Il avait eu un rendez-vous avec une femme qu'il appréciait sincèrement. Brillante, charismatique, une carrière impressionnante. Mais chaque fois qu'il partageait quelque chose de lui, elle répliquait par plus grand. Il parlait de son entreprise. Elle répondait que la sienne générait davantage de revenus. Il évoquait le mentorat de jeunes hommes. Elle rétorquait qu'elle dirigeait des équipes entières. Il exprimait son désir d'une vie paisible. Elle affirmait que la paix était réservée aux personnes sans ambition. À la fin de la soirée, il ne s'est pas senti menacé. Il ne s'est pas senti dépassé. Il s'est senti invisible. Elle ne cherchait pas à me connaître, dit-il. Elle cherchait à me battre. Et c'est là la tragédie silencieuse. Quand la compétition s'installe dans l'espace où l'attraction devrait grandir, la connexion s'éteint. Pas dans le fracas, mais doucement, presque poliment, comme une bougie privée d'oxygène. Mais pourquoi cette compétition existe-t-elle? Ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas de la haine. C'est un vide déguisé en accomplissement. Une peur d'être laissé de côté, masquée par une supériorité affichée. Une tentative désespérée de combler une insécurité intérieure en surpassant le premier homme à porter. Le paradoxe est cruel. Les critères utilisés pour rivaliser revenus, promotion, diplôme, voyage, indépendance ne sont pas ceux que les hommes utilisent pour choisir une femme. Elle court une course qu'ils ne regardent même pas. Et dans ce décalage se cache le chaos des dynamiques modernes. Des femmes qui cherchent à impressionner des hommes que la compétition n'impressionne pas. Un chirurgien m'a un jour confié qu'il pouvait prédire quel couple allait durer simplement en observant la réaction d'une femme face aux réussites de son partenaire. Pas les mots, souvent encourageants, mais les micro-expressions. Certaines femmes s'illuminaient, fières et enthousiastes. D'autres laissaient transparaître une ombre, une crispation, une mâchoire serrée,
un inconfort discret face à l'idée qu'un homme ait pris une longueur d'avance. Ce n'était pas de la jalousie, c'était de la compétition, car la culture moderne enseigne aux femmes à craindre de rester derrière, comme si la vie était un tableau de score et que l'amour allait au plus haut classé. Pendant ce temps, les hommes abordent ces dynamiques avec une indifférence presque comique. Ils n'interprètent pas les réussites féminines comme des menaces. Ils ne se demandent pas si elle peut suivre le rythme. Ils ne pensent même pas dans ces termes. Il entend qu'elle a écrit un livre, acheté une maison, obtenu un diplôme. Et il se dit simplement « Bien, bravo à elle ». Elle entend qu'il a fait la même chose et elle se demande « Où cela me place-t-il » Les hommes se mesurent intérieurement. Les femmes sont conditionnées à se mesurer relationnellement. Et c'est ainsi que tant de relations s'effondrent en silence. Non pas à cause de l'infidélité ou des conflits, mais parce qu'une femme commence à percevoir la croissance de son partenaire comme le miroir de son insuffisance. Dans les carrières aussi, ce schéma se répète. Une femme obtient une promotion et ressent une validation électrique. Elle croit que les hommes l'admireront pour cela. Certains respecteront, oui, mais l'admiration romantique ne fonctionne pas ainsi. Les hommes admirent la force chez les hommes. Chez les femmes, ils sont attirés par la douceur, la chaleur, l'intelligence émotionnelle, la féminité. Ce n'est pas une règle sociale, c'est biologique. Alors elle grimpe, pensant devenir plus séduisante, et découvre qu'elle devient plus intimidante pour elle-même, pas pour eux. Les hommes se désengagent, parce que l'énergie compétitive ressemble à celle d'un autre homme, pas d'une partenaire. Personne ne dit cela aux femmes. On leur répète que l'ambition est attirante, que l'indépendance est attirante. Et elles peuvent l'être, oui, mais seulement lorsqu'elles s'équilibrent avec une polarité féminine. Sinon, l'admiration se transforme en indifférence. Comme l'a résumé un homme, elle continuait à marquer des points dans un match que je ne jouais pas. Alors j'ai cessé d'aller au stade. Et voici la vérité que la culture moderne refuse d'affronter. La compétition est une énergie masculine. Elle est tournée vers l'avant, agressive, territoriale, obsédée par le statut. Chaque révélation est une fissure dans le vernis des relations modernes. Chaque tension appelle à une réflexion intime. Si tu as déjà observé cette dynamique autour de toi, partage ton expérience en commentaire. Quand une femme vit en mode compétition permanente, elle finit par étouffer les qualités qui créent la gravité romantique. Ce n'est pas son succès qui éloigne les hommes, c'est l'énergie qu'elle a dû adopter pour l'obtenir. Un homme qui rivalise avec d'autres hommes se sent vivant. Une femme qui rivalise avec des hommes se sent épuisée. Parce qu'il agit dans sa nature. Elle agit contre la sienne. Oui, elle peut réussir dans des tâches dites masculines, mais le coût psychologique est différent. Et tôt ou tard, cette fatigue s'infiltre dans sa vie amoureuse. Elle arrive au rendez-vous armée, sur ses gardes, évaluatrice, prête à prouver qu'elle n'est pas comme les autres. Pendant ce temps, l'homme en face d'elle ne cherche qu'une chose, savoir si elle est capable de douceur, si elle peut relâcher son armure assez longtemps pour que la connexion respire. Mais elle ne peut pas. Elle a été conditionnée à croire que si elle cesse de pousser, elle sera dépassée, oubliée, remplacée. La tragédie, c'est que cette compétition qu'elle croit protectrice est précisément ce qui sabote ses relations. J'ai vu ce schéma se répéter tant de fois qu'il est devenu un archétype moderne. Une femme passe des années à s'acharner. Études, carrière, réseau, perfectionnement incessant. Elle devient compétente, efficace, polie. En surface, elle paraît invincible. Mais sous cette façade, une fragilité se forme. La croyance que si elle ne surpasse pas constamment quelqu'un, elle perdra tout. Et cette croyance ne disparaît pas en quittant le bureau. Elle devient le prisme à travers lequel elle regarde les hommes. Alors, quand elle rencontre un homme, elle ne lui montre pas qui elle est. Elle lui montre son CV. Elle plaide sa valeur. Elle construit un dossier, sans réaliser que les hommes ne tombent pas amoureux par argumentation. Un homme m'a raconté un rendez-vous avec une femme qui ressemblait à une évaluation de performance ambulante. Elle ne parlait pas avec lui, elle parlait à lui. Chaque phrase était une comparaison subtile, ses revenus, sa discipline, ses voyages, son indépendance. Rien de malveillant, juste un réflexe. Elle avait passé tant de temps à prouver sa valeur dans des environnements masculins qu'elle ne savait plus s'arrêter. J'avais l'impression qu'elle voulait que je valide son rang, dit-il. Je n'avais jamais accepté de la juger, mais elle me tendait sans cesse le score.
Voilà le cœur brisé silencieux de cette dynamique. Ces femmes ne cherchent pas à dominer les hommes. Elles cherchent à les mériter. La culture moderne évite d'admettre cela, car cela sonne peu flatteur. Mais derrière la bravade polie se cache une peur plus profonde. Si je ne suis pas extraordinaire, qui me choisira? Si je ne suis pas impressionnante, pourquoi resterait-il? Si je ne suis pas remarquable, je serai oublié. Alors le bouclier devient barrière, et la barrière devient isolement. Les hommes le ressentent immédiatement. Pas de manière analytique, mais comme un changement d'atmosphère. Plus de douceur, plus de curiosité, plus de polarité féminine. Juste une intensité qui ne s'éteint jamais. Et l'homme, lui, ne veut pas la combattre. Il ne veut pas la détrôner. Il ne veut pas la dépasser. Il veut simplement un instant d'humanité réelle, pas un trophée. Voici la vérité plus profonde. Les hommes trouvent la paix attirante. Mais trop de femmes modernes confondent paix et passivité et apportent à la place la compétition. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que les hommes ne cherchent pas une rivale. Ils cherchent un complément. Une femme dont la présence ressemble à un retour à la maison, pas à une bataille. Une femme qui sait être forte sans avoir besoin de le prouver à chaque phrase. Une femme qui comprend que la complicité ne se construit pas sur la comparaison. Pourtant, le conditionnement moderne pousse dans l'autre sens. Réseaux sociaux, culture d'entreprise, cercle féminin, tous récompensent l'énergie compétitive. Être la meilleure, ne jamais avoir besoin d'un homme, dépasser, surpasser, briller. Et ce schéma devient une addiction silencieuse. Dès qu'elle s'assoit face à un homme, le moteur compétitif s'enclenche. Elle ne peut pas se détendre. Elle ne peut pas cesser de calculer. Elle ne peut pas arrêter de comparer. Ce n'est pas la féminité qu'elle ne maîtrise pas, c'est la décélération. Elle ne sait plus comment sortir de la vitesse compétitive qui gouverne sa vie. Ce que peu comprennent, c'est que l'énergie masculine attire chez l'homme parce qu'elle incarne direction, certitude, protection. Mais chez la femme, elle se traduit par résistance, tension, méfiance. Les qualités qui l'aident à survivre dans le monde professionnel deviennent celles qui l'empêchent de recevoir l'amour sans le percevoir, comme une menace pour son autonomie. Alors elle rencontre un homme qui l'apprécie vraiment. Et au lieu de s'abandonner à la connexion, elle traite son affection comme un test. Elle finit par se sentir invisible, lui finit par se sentir inutile. Et il s'éloigne sans dispute, sans drame, juste dans le silence. Car dans chaque relation moderne, il y a ce moment où l'homme se pose une question. Est-ce que je me sens à ma place ici? Si la réponse est non, il part, discrètement. Bien avant qu'elle ne réalise qu'il y avait un problème. La vérité choquante, c'est que ces femmes ne rivalisent pas avec les hommes. Elles rivalisent avec leur propre peur de l'irrélevance, et les hommes se retrouvent pris dans le feu croisé. Puis vient le moment où cette compétition s'effondre sous son propre poids, souvent au début ou au milieu de la trentaine. Non pas parce que leur valeur disparaît, mais parce que le style de vie construit révèle ses angles morts. Elles se retrouvent entourées de réussite, mais privées de connexion, avec un CV éclatant, mais un cœur épuisé, avec une indépendance, mais sans ancrage partagé. Et elles comprennent qu'elles ont passé une décennie à courir une course sans trophée. Mais au lieu de s'arrêter, beaucoup redoublent d'efforts. Elles poussent encore plus loin les comportements masculins qui les ont déjà vidés. Pendant ce temps, les hommes se retirent. Non pas parce qu'elles sont ambitieuses, mais parce que la dynamique ressemble à un combat. Et un homme ne construit pas une vie avec quelqu'un contre qui il doit se défendre. Un homme veut de l'admiration, pas de l'obéissance. De la chaleur, pas de la domination. De la confiance, pas du théâtre. Mais la femme compétitive peine à offrir ces trois choses. Elle ne peut admirer sans comparer. Elle ne peut être chaleureuse sans se sentir exposée. Elle ne peut faire confiance sans se sentir vulnérable. Et la vulnérabilité l'effraie, car elle signifie lâcher le bouclier qu'elle porte depuis trop longtemps. Un homme m'a dit un jour « Je suis fatigué de me sentir comme si je passais un entretien pour un poste que je ne veux pas. » Il ne parlait pas de carrière, il parlait d'espace émotionnel, de femmes qui ne pouvaient s'empêcher de l'évaluer, de mesurer son statut, son ambition, son réseau. Alors que lui ne voulait qu'une chose, une femme qui le fasse se sentir accueilli, pas jugé. Et voici l'ironie du sort. Les femmes qui rivalisent le plus avec les hommes sont souvent celles qui désirent le plus leur protection masculine. Mais la compétition repousse précisément les hommes qu'elles espèrent attirer. Voilà la tragédie cachée.
Des femmes qui cherchent à séduire en surpassant, alors que les hommes sont attirés par celles qui ne transforment pas l'amour en épreuve de supériorité. La raison choquante pour laquelle tant de femmes modernes ne peuvent s'empêcher de rivaliser n'est pas l'ego, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas la confiance, c'est la peur. Peur déguisée en ambition, peur masquée en indépendance, peur polie en réussite, peur d'être laissée de côté dans un monde où la visibilité n'est pas synonyme de désirabilité, peur d'être oubliée dans un marché amoureux saturé, peur d'être ordinaire, alors que l'ordinaire est désormais perçu comme un échec. La compétition n'est pas la cause, c'est le symptôme. Et elle continue parce qu'on répète aux femmes que la solution à la peur est d'être plus impressionnante, plus dominante, plus autosuffisante. Mais dans les relations, ces traits ne construisent pas la proximité. Ils construisent bord des barrières. Un homme n'attend pas une adversaire. Il n'attend pas une co-compétitrice. Il n'attend pas une rivale. Son cœur s'ouvre quand il se sent en confiance. Il reste quand il se sent respecté. Il s'engage quand il se sent en sécurité émotionnelle. La compétition détruit ces trois piliers. Alors la femme moderne se retrouve à un carrefour. Continuer à courir après la validation et rester épuisée, frustrée, incomprise. Ou abandonner la course et découvrir qu'elle devient plus attirante, plus paisible, plus accomplie quand elle cesse de performer et commence à se connecter. Parce que la vérité est simple. Un homme n'est pas attiré par la femme qui le bat. Il est attiré par celle qui n'essaie pas. Et plus vite les femmes comprendront que la connexion ne se construit pas par la compétition, plus vite elles réaliseront que les hommes n'ont jamais été l'ennemi. Ils attendaient simplement un espace où l'amour ne ressemble pas à un concours. Chaque révélation est une fissure dans le récit moderne. Chaque tension appelle à une réflexion intime. Les femmes modernes ne sont pas préparées à rencontrer un homme dont l'identité n'est pas négociable. La plupart des hommes qu'elles croisent plient immédiatement. Voix qui change, posture qui s'adapte, désir qui se modifie, tout ça pour ne pas perdre leur approbation. C'est devenu un réflexe, presque un instinct de survie forgé par des années de pression sociale, où rendre une femme confortable était présenté comme le devoir moral suprême. Mais quand elle tombe sur un homme qui refuse ce jeu, tout bascule. Ses stratégies habituelles séduire puis se retirer, chaleur suivie de froideur, attention puis indifférence ne fonctionnent plus. Lui ne réagit pas comme les autres. Il voit le comportement, pas l'illusion. Et parce qu'il ne joue pas pour elle, l'effet est déstabilisant. C'est là que le pouvoir change de camp. Au moment où l'un réalise que l'autre n'a aucune prise sur son équilibre intérieur. Quand une femme comprend qu'elle ne peut pas modeler l'état émotionnel d'un homme, quelque chose en elle se réajuste. Pas dans la soumission, mais dans le choc. Comme si la carte qu'elle utilisait depuis toujours venait soudain d'expirer. Elle a grandi dans un monde où l'attention masculine était si abondante qu'elle croyait son influence acquise. Et pourtant, face à cet homme, autonome, imperturbable, guidé par ses propres lois intérieures, elle devient attentive. Non pas parce qu'il la manipule, mais parce qu'il incarne un type d'homme qu'elle ne rencontre presque jamais. Si tu es nouveau ici, je t'invite à mettre un like et t'abonner, et même partager la vidéo, car elle pourrait aider un autre frère. Prêt à commencer? C'est parti. Un homme dont la valeur n'est pas une performance, mais la conséquence de son esprit. Nietzsche dirait qu'il ressemble à celui qui crée la norme, plutôt qu'à celui qui l'obéit. Et face à lui, les femmes modernes réagissent instinctivement. Car l'homme le moins affecté devient celui qu'elles observent le plus attentivement. Non pas parce qu'il retient son affection pour manipuler, mais parce que son indépendance émotionnelle les force à affronter la leur. Au début, elles le testent presque par réflexe. Un message retardé, une remarque subtile, un commentaire calculé pour provoquer un ajustement. Tout ce qui, d'ordinaire, pousserait un homme à plier, à compenser, à se réajuster. Mais lui ne cède pas. Il reconnaît le comportement sans s'y soumettre. Et c'est là que quelque chose se fissure en elle. Ses tactiques habituelles échouent. Ce vide crée un mélange étrange de curiosité et de frustration. Elle comprend qu'elle fait face à un homme qui n'entre pas dans l'arène qu'elle contrôle. Alors, elle l'observe. Non pour dominer, mais pour comprendre. Elle remarque son calme là où d'autres hommes se défendraient ou chercheraient à plaire. Elle perçoit qu'il ne hausse jamais sa température émotionnelle pour s'aligner sur la sienne. Il reste présent sans être collant,
impliqué sans être piégé. Cette stabilité lui paraît étrangère dans un monde saturé de volatilité. Révélation. La force véritable n'est pas dans la réaction, mais dans la constance. Et cette constance devient le moteur silencieux de son influence. Il ne cherche pas à la contrôler. Il refuse simplement d'être contrôlé. Paradoxalement, c'est ce refus qui la rapproche de lui. Une femme habituée à façonner les hommes se retrouve à étudier celui qui échappe à ses codes. Non parce qu'il se retient, mais parce qu'il vit dans un climat psychologique différent. Elle ressent la rareté de sa présence. Un homme dont le monde ne s'effondre pas autour de ses réactions. Et c'est précisément ce qui change la dynamique sans qu'il ait besoin d'un geste agressif. Ce qui la déstabilise le plus n'est pas sa confiance. Beaucoup d'hommes la projettent. Ce qui la trouble, c'est l'absence totale de besoin. Pas de recherche d'approbation, pas de demande cachée, pas de dépendance émotionnelle. Il écoute sans performer, parle sans persuader, agit sans réclamer de validation. Cette absence de besoin crée un espace psychologique qu'elle ressent immédiatement, même si elle ne peut l'expliquer. Dans la plupart des interactions, elle sait repérer le moment où un homme veut quelque chose d'elle. Attention, affection, approbation. Ce repérage lui donne un levier, pas forcément conscient, mais réel. Avec lui, ce moment n'existe pas. Elle ne sent jamais le basculement où il commence à s'ajuster pour la rapprocher. Et parce qu'elle ne trouve pas ce moment, ses instincts habituels ne s'activent pas. Elle n'a plus de défenses à préparer, plus de rôle à jouer. Elle observe simplement. C'est ce que la nature entendait par un homme au-delà du bien et du mal. Non pas indifférent, mais immunisé contre la chorégraphie sociale. Il agit selon sa boussole intérieure, pas selon les réactions de la foule. Et c'est là que l'équilibre commence à pencher. Elle choisit ses mots avec plus de soin, non par peur, mais parce qu'elle ne veut pas briser ce rare climat. Il ne hausse jamais la voix, n'impose jamais sa domination. Il n'en a pas besoin. Un homme véritablement autodirigé contrôle davantage parce qu'il ne réagit pas que par ce qu'il impose. Si elle s'éloigne, il ne poursuit pas. Si elle s'emporte, il ne reflète pas. Si elle devient imprévisible, il ne se réajuste pas autour d'elle. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la souveraineté. Et dans un monde où la volatilité est la norme, la souveraineté agit comme une gravité, silencieuse, constante, impossible à concurrencer. Elle remarque alors des détails qu'elle ignorait jusque-là. Sa manière de ne pas combler les silences, sa capacité à ne pas réparer des émotions qui ne sont pas de son ressort, sa façon de parler avec conviction plutôt que dans l'attente. Révélation finale. Il se relie à elle comme il se relie à chaque défi de sa vie, par une évaluation calme plutôt qu'une émotion réactive. Dans un univers où l'attention masculine est devenue bon marché, que signifie rencontrer un homme qui refuse de jouer ce jeu et impose une souveraineté silencieuse. Si tu veux comprendre ce renversement de pouvoir et découvrir pourquoi cette souveraineté change tout, abonne-toi dès maintenant, laisse un like pour me soutenir et dis-moi en commentaire. Selon toi, qu'est-ce qui déstabilise le plus une femme face à un homme qui ne plie pas? La plupart des femmes sont habituées aux hommes qui s'adoucissent dès qu'ils ressentent de l'attirance. Lui, au contraire, devient encore plus centré. L'attirance ne le déstabilise pas. Elle n'est qu'une variable qu'il accepte d'engager, jamais de subir. Le monde moderne des relations a conditionné les femmes à attendre des hommes qu'ils se modèlent pour créer du lien. Cet homme ne se modèle pas, il clarifie. Si quelque chose sonne faux, il le dit simplement. Si une situation ne correspond pas à ses standards, il ne les justifie pas, il ne les débat pas. Il les tient comme il tient le reste de sa vie. Et pour une femme habituée aux contradictions émotionnelles, cette simplicité est rare, presque déroutante. Sans l'admettre, elle ajuste son comportement autour de lui. Elle devient plus délibérée, moins chaotique, plus sincère, moins dans la performance. Non parce qu'il l'exige, mais parce que son énergie rend toute artificialité impossible. Être en présence de quelqu'un qui construit son identité sur une vérité intérieure, plutôt que sur l'éloge extérieur, rend les jeux habituels soudainement puérils. Elle le ressent immédiatement. Et c'est là que le véritable contrôle se révèle, non dans la domination, mais dans l'influence née de la cohérence intérieure. La nature a toujours affirmé que l'homme supérieur plie le monde en refusant de se laisser plier par lui. Elle ressent ce principe à chaque interaction. Sa retenue pèse plus lourd que l'intensité d'un autre.
Son refus d'être influencé communique plus de force que l'insistance d'un autre. Son absence de besoin devient la raison même pour laquelle elle veut le comprendre davantage. Sans le vouloir, il devient le centre autour duquel elle gravite, parce qu'il reste immobile tandis que tout s'ajuste autour de lui. Dans un univers saturé de bruit, d'insécurité et de performance, un homme qui ne peut être déplacé devient la force la plus rare. Ce qui l'attire dans son champ gravitationnel n'est pas une démonstration de puissance, mais l'absence totale de performance. Elle réalise lentement puis soudainement qu'il ne se positionne ni comme un adversaire à combattre, ni comme un trophée à conquérir. Il est simplement un homme qui existe avec une clarté que la plupart ne développent jamais. Et cette clarté réorganise toute la dynamique sans un seul mot sur le contrôle. Avec le temps, elle prend conscience de la différence radicale entre lui et les hommes qu'elle a connus. Les autres tentaient de la conquérir en prouvant leur valeur ou en démontrant leur dévotion. Lui n'opère pas dans ce registre. Sa vie n'est pas orientée vers la romance, l'approbation ou la négociation émotionnelle. Il se tient comme quelqu'un qui a déjà affronté ses peurs, ses ambitions et ses insécurités, et qui a refusé de les laisser dicter ses actions. Il dégage une forme de poids intérieur, une stabilité impossible à ignorer. La nature a toujours enseigné que le véritable pouvoir se révèle dans la capacité à rester soi-même, en présence des autres, quelles que soient leurs attentes. C'est exactement ce qu'elle rencontre. Il ne s'amplifie pas pour l'impressionner, il ne se réduit pas pour la rassurer. Il se tient tel qu'il est. Pas d'ajustement, pas de performance, pas de retouche subtile pour devenir plus acceptable. Et cette authenticité, loin de la repousser, l'attire avec une intensité qu'elle n'avait pas anticipée. Les femmes disent souvent vouloir un homme qui mène, mais ce qu'elles rencontrent le plus souvent, c'est de la surcompensation. Des hommes qui essaient de paraître dominants au lieu d'être enracinés. Lui ne force aucune direction. Il suit simplement la trajectoire qu'il vit déjà, et elle se sent aspirée par cette cohérence plus forte que le chaos auquel elle est habituée. Son existence a une direction, même sans elle. Et c'est cela qui change tout. Elle devient plus honnête avec elle-même. Ses stratégies habituelles ne fonctionnent pas, elles paraissent inutiles et transparentes. Elle se met à parler plus simplement, à exprimer ses pensées sans fioriture, à rester présente au lieu de jouer un rôle. Non pas par peur de le perdre, mais parce que l'espace qu'il crée encourage la sincérité. Sa constance n'est pas un test, c'est un miroir. Il lui montre où elle se situe, si elle est bâtie sur quelque chose de réel ou sur une persona façonnée pour l'économie superficielle de l'attention. Voilà la vérité nietzschéenne que le monde moderne des relations préfère éviter. Une femme ne peut pas véritablement se connecter à un homme qu'elle peut facilement commander. Dans un monde où la plupart des hommes se plient pour séduire, que révèle la rencontre avec un homme qui ne plie jamais? La relation se transforme en théâtre. L'intimité devient fragile. Le respect s'évapore doucement. Ce qui commence par l'excitation finit en mépris, non parce qu'elle cherche le conflit, mais parce qu'elle cherche la polarité. Et la polarité n'existe que lorsque l'homme est ancré dans quelque chose qu'elle ne peut pas déplacer. Lorsqu'elle rencontre un homme qui ne se laisse pas rediriger par ses humeurs, l'énergie change. Elle ressent immédiatement la différence. Sa présence l'oblige à se confronter à elle-même. Et cette confrontation devient étrangement stabilisante. Elle cesse de le voir comme quelqu'un à gérer et commence à le percevoir comme quelqu'un avec qui s'aligner. Pas dans la soumission, pas dans la hiérarchie, mais dans la résonance. Un homme qui se gère lui-même rend la dynamique plus simple. Il lui permet de se détendre au lieu de chercher à contrôler. L'ironie, la vérité que personne ne veut admettre, c'est que les femmes modernes ne désirent pas la domination des hommes. Elles désirent la constance. Elles désirent un homme dont le monde intérieur ne s'effondre pas sous le bruit du monde extérieur. Elles désirent quelqu'un qui reste centré quand elles sont submergées. Elles désirent un homme dont la présence les oblige à s'élever plutôt qu'à sombrer dans le chaos. Ce n'est pas du patriarcat, ce n'est pas du sexisme, c'est de la psychologie. Et la nature l'avait compris bien avant que la culture moderne des relations ne s'effondre dans la contradiction. La force n'est pas ce qu'un homme montre aux autres, c'est ce qu'il refuse de céder en lui-même. Quand une femme moderne rencontre ce type de force, son instinct n'est pas la rébellion, c'est la réorganisation. Elle s'aligne sur cette présence parce qu'elle y trouve quelque chose de rare, un sentiment de direction dans un monde en dérive. Cet alignement est le véritable contrôle, le contrôle silencieux, celui qui n'est pas imposé mais accordé.
Et une fois qu'elle l'accorde, la dynamique ne se négocie plus, elle se forme d'elle-même. Alors, comment les hommes alpha contrôlent-ils les femmes modernes? En n'ayant pas besoin de le faire. En étant les seuls hommes dans le paysage des relations qui ne peuvent être pliés par l'affection, la peur, l'approbation ou la pression. En existant selon des termes stables, qu'une femme entre dans leur vie ou qu'elle en sorte. En incarnant la vérité répétée par la nature, celui qui sait maîtriser lui-même n'a besoin d'aucun pouvoir sur les autres. Et c'est cela, plus que la dominance ou la bravade, qui l'a fait s'aligner. Non parce qu'il l'exige, mais parce que son instinct reconnaît la force d'un homme qui ne peut être déplacé. Dans un monde où tout le monde performe pour séduire, que révèle la rencontre avec un homme qui ne joue aucun rôle et impose une gravité silencieuse par sa seule cohérence intérieure. Tu croyais que son sourire voulait dire quelque chose, que son rire à ta blague, son corps qui se penche vers toi, sa main sur ton bras, était la preuve que tu étais enfin suffisant, que tu étais vu, que tu comptais, et tu t'es accroché à ce moment comme à de l'oxygène. Pas par naïveté, mais parce que personne ne t'a jamais prévenu de l'intensité de ce manque, ce besoin viscéral d'être validé, pas par le monde, par elle. Cette femme qui, dans ton esprit, ne se contente pas de t'admirer, elle te définit. Parce que quelque part, dans ton enfance, dans ta culture, dans les chansons, les écritures, les histoires, on t'a programmé à croire qu'être choisi par une femme est le sceau ultime de ta virilité. Que son approbation te rend réel, que son amour rachète les parts de toi que tu n'oses pas affronter seul. Mais et si cette croyance n'était pas l'amour? Et si ce n'était pas romantique du tout? Et si c'était un mensonge maquillé par des siècles de philosophie et de tradition? Et si un homme, froid, implacable, l'avait vu bien avant toi? Emmanuel Kant, celui qu'on t'a présenté comme le penseur de la raison et du devoir, mais qui, en silence, a révélé une vérité que tu n'étais jamais censé entendre. Une vérité si brute, si dérangeante, que chaque instinct en toi veut fuir avant qu'elle ne s'imprime. Parce que ce que Kant ne parlait pas seulement des femmes, il parlait de toi. De cette part de toi qui mendie son regard plus que ton propre respect, et du prix que tu payes chaque fois que tu laisses ses yeux définir ta valeur. Cher ami, tu crois que tu veux son amour, mais ce que tu veux vraiment, c'est te libérer du mensonge qui t'a façonné. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment Kant a déchiré ce voile. Et si tu restes, tu découvriras pourquoi ce besoin de validation n'est pas une preuve d'amour, mais une prison invisible qui dévore ta valeur. Kant n'a jamais haï les femmes. Oui, je tiens à le préciser, il ne les a pas insultées avec rage. Il les a mesurées, non pas avec affection, mais avec logique. Et qu'a-t-il vu? La beauté, pas l'intelligence. La forme, pas la raison. Pour lui, les femmes n'étaient pas faites pour la philosophie. Non parce qu'elles en étaient incapables, mais parce que, disait-il, la nature ne les avait pas conçues pour cela. Conçues comme si la féminité était une architecture et la pensée une structure masculine qu'elle ne devait jamais habiter. Il écrivait que les femmes devaient être belles, que la quête du savoir leur volerait leur grâce, qu'une femme savante était une contradiction. Avant de le rejeter comme un vieil esprit dépassé, demande-toi, pourquoi cherches-tu encore son admiration plus que sa compréhension? Pourquoi son attention te semble-t-elle une rédemption et son rejet une condamnation? Peut-être parce qu'au fond, tu ne veux pas qu'elle soit ton égale. Tu veux qu'elle soit ton miroir. Et Kant, dans sa rigidité, voyait cet équilibre non comme une injustice, mais comme une loi naturelle. Il croyait que les femmes guidaient la morale non par principe, mais par charme, non par argument, mais par affection. Elle ne convainc pas, elle contraint. Sa bonté n'est pas dans son raisonnement, mais dans sa présence. Elle devient la raison pour laquelle tu veux être meilleur. Non parce qu'elle comprend ton éthique, mais parce que tu veux être digne de son regard. Et quand tu suis ce regard, tu crois être amoureux. Mais peut-être que tu cherches seulement à être suffisant. Pause. Laisse cette vérité s'infiltrer dans tes os. Ressens le vide de chaque compliment que tu as gagné, de chaque sourire que tu as arraché. Car si elle n'admire pas qui tu es, mais qui tu joues à être, alors qu'es-tu en train de construire? Une relation ou un masque? Kant n'a pas écrit cela pour te blesser. Il l'a écrit pour te révéler.
Ils croyaient que les hommes agissent par devoir, les femmes par sentiment, que leur morale n'est pas un principe, mais une posture. Et toi, tu as confondu cette persuasion avec l'amour. Son silence, son observation, son approbation, ce n'est pas de la domination. C'est une direction. Elle n'a pas besoin de te diriger. Elle a seulement besoin que tu aies besoin de son approbation. Et dès que tu associes son regard à ta valeur, la laisse devient invisible. Elle ne l'attire pas. Tu la tiens toi-même. Je croyais que je la choisissais, que chaque fois que je m'ouvrais, que je me modifiais pour la faire sourire, j'étais en contrôle. Mais je vois maintenant, je ne choisissais pas, je me soumettais. Non avec des chaînes, mais avec un besoin. Kant voyait ce besoin. Il écrivait que les hommes sont gouvernés par des principes, les femmes par ce qui plaît dans l'instant, que leur navigation n'est pas faite de lois abstraites, mais de goût, d'émotion, d'immédiateté. Et peut-être que c'est pour cela que son approbation est si enivrante. Parce qu'elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas gagnée par argument, elle est instinctive. Et quand elle te l'offre, un regard, un rire, un signe, tu crois recevoir un don divin. Mais ce n'est pas un don, c'est un feedback. Il ne l'a pas dit avec cruauté, il l'a dit avec précision. Pour lui, les femmes n'étaient pas des agents moraux. Elles n'avaient pas besoin d'étudier l'éthique, car elles l'incarnaient déjà. Leur vertu n'était pas dans la compréhension du bien, mais dans l'image du bien. Et c'est peut-être là le piège. Car lorsqu'on fait de quelqu'un un symbole, il devient intouchable. On ne questionne pas un symbole, on l'adore. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons confondu sa gentillesse avec du caractère, son attention avec de la sagesse, sa présence avec une permission. Nous avons bâti notre valeur sur son regard, non parce qu'elle l'exigeait, mais parce que nous n'avons jamais appris à nous affronter seuls. Et cela se voit. Chaque fois que tu te tords pour la garder intéressée, chaque fois que tu étouffes ta colère pour paraître compréhensif, chaque fois que tu achètes, construis ou saignes pour mériter son affection, tu ne deviens pas fort, tu deviens conditionné par un mythe, par une tradition, par une philosophie qui t'a dit qu'elle est ton guide moral, mais jamais ton égal. Kant disait que l'éducation des femmes devait être celle des manières, pas de la pensée, de l'élégance, pas de l'éthique. Parce que le jour où elle pense comme toi, elle devient moins belle, moins désirable. Et peut-être que c'est ce qui nous hante encore. Nous ne voulons pas qu'elle sache trop, parce que si elle voyait ce que nous sommes vraiment, pas la version que nous vendons, mais le chaos en dessous, peut-être qu'elle ne nous voudrait plus. Alors nous jouons. Nous devenons la version qui mérite son sourire. Et dans ce jeu, nous perdons le rugissement. Nous perdons les parties de nous qui ne rentrent pas dans le cadre qu'on lui a appris à admirer. Et lentement, nous rétrécissons. Non parce qu'elle l'exige, mais parce que son reflet devient addictif. Son éloge devient notre pouls, son approbation, notre boussole. Non parce que nous sommes faibles, mais parce qu'on ne nous a jamais appris que notre valeur n'a pas besoin de ses yeux pour exister. Kant ne croyait pas en l'égalité des buts. Il croyait en l'harmonie, mais pas en la symétrie. L'homme est le raisonneur, la femme, le soulagement. Et peut-être que c'est encore là notre tension. Un monde qui nous dit de bâtir des empires, tout en nous chuchotant que sans son regard, nous ne sommes rien. C'est une guerre silencieuse. La part de toi qui veut s'élever et la part de toi qui veut être choisie. Tu prétends être fort, mais tu attends son message comme de l'oxygène. Tu prétends être concentré, mais un seul compliment d'elle et ta journée entière se réoriente. Et tu crois que c'est l'amour. Mais l'amour ne mendie pas d'être vu. L'amour ne s'effondre pas quand son regard se détourne. C'est autre chose. C'est une dépendance déguisée en dévotion. Kant l'avait vu avant ta naissance. Il avait vu que les hommes placeraient leur identité dans le fait d'être désirés par ses yeux. Et nous avons transformé cela en fantasme romantique. Nous disons « elle me comprend, elle me saisit ». Mais si elle ne faisait que capter ce qui te valide et l'utiliser. Mais j'ai une question pour toi. Demande-toi si tu construis une relation ou un masque. Partage ton avis en commentaire. Est-ce de l'amour ou une dépendance que nous refusons de nommer? Tu as confondu la validation avec la vision. Ses yeux ne voient pas ton âme. Ils scrutent ta posture, ton ton, ton silence, ta faim. Et quand elle trouve l'endroit où tu es affamé, elle le nourrit juste assez. Assez pour que tu continues d'espérer. Elle n'a pas besoin de dominer. Elle n'a qu'à rester la source. Si tu crois qu'elle détient la clé de ta virilité, alors chaque sourire devient une preuve de ta valeur.
et chaque retrait devient une chute. Ce n'est pas de l'amour, c'est du levier. C'est toi qui remets le poids de ton existence à quelqu'un qui n'a jamais demandé à le porter. L'ironie, c'est qu'elle ne le sait peut-être même pas, parce qu'elle joue aussi son rôle. Le rôle que Kant a gravé dans l'architecture de la pensée occidentale. Le rôle d'une femme qui n'affirme pas, mais reflète, qui ne conteste pas, mais charme, qui ne dirige pas, mais inspire l'homme qui agit. Alors vous jouez tous les deux. Toi, l'homme qui tente d'être suffisant. Elle, la femme qui se façonne selon tes attentes. Et aucun de vous n'est réel. Vous avez été remplacés par des projections, des masques construits sur des siècles de rôles philosophiques. Ce qui rend la tragédie plus profonde, c'est qu'elle aussi désire du réel. Mais elle a été formée par la société, par la biologie, par la survie, à sécuriser sa place par l'influence, pas par la force, par l'intuition, pas par la confrontation, par l'approbation, pas par la vérité. Alors elle te donne ce que tu veux ressentir, pas toujours par manipulation, mais par habitude, par design. Et toi, tu bois cela comme de l'eau dans le désert. Tu ne demandes pas si c'est vrai. Tu es trop assoiffé. On t'a appris à conquérir le monde, mais jamais à rester immobile dans ta propre peau. Jamais à te tenir seul, sans regard, sans louange, et à te sentir encore homme. Et maintenant, avec toute ta force, ton succès, ton indépendance proclamée, tu restes prisonnier de son sourire, serviteur de sa douceur. Toujours en train de jouer, toujours en attente, toujours en train de te plier à un moule qu'elle n'a même pas créé. Ce moule lui a été transmis, comme il t'a été transmis. Et dans cette danse d'illusions, tu as confondu la chimie avec la connexion, la performance avec le partenariat. Demande-toi si tu vis une relation ou une mise en scène. Est-ce de l'amour ou une dépendance invisible que nous refusons de nommer? Tu veux être aimé, mais tu n'as jamais demandé ce que tu deviens quand cet amour disparaît. Tu dis qu'elle a changé, peut-être, ou peut-être que tu ne l'as jamais connue. Peut-être que tu n'as connu que le reflet de toi-même que tu étais désespéré de voir dans ses yeux. Et maintenant, elle est partie, ou pire, elle est encore là. Mais son regard ne te soulève plus. Son silence, autrefois mystérieux, ressemble désormais à une absence. Son affection, autrefois douce, paraît calculée. Et tu ne sais plus qui tu es sans cela. Parce que trop longtemps, tu as construit ton identité dans la forme de son approbation. Et quand cette approbation s'efface ou pire, se tourne vers quelqu'un d'autre, tu ne perds pas seulement elle. Tu perds la version de toi qui n'existait que dans ses yeux. Kant nous avait prévenus. Il disait que lorsque nous plaçons notre valeur dans la beauté, le charme, la résonance émotionnelle plutôt que dans la raison, nous devenons esclaves de l'extérieur. La véritable autonomie n'est pas d'être admiré, mais d'être rationnel, de se gouverner soi-même. Tu as confondu être admiré avec être précieux. Kant croyait que les hommes doivent agir par devoir, non par désir. Que nous sommes libres seulement lorsque nous agissons par principe, non par passion. Et peut-être que c'est là la solution. Peut-être que c'est là où tout commence, en lâchant le besoin d'être aimé par elle et en s'engageant à être honnête avec soi-même. Parce que la femme que tu poursuis, celle dont l'affection ressemble à une absolution, n'existe peut-être pas. Elle est un rêve, une projection, le reflet de ton besoin non guéri d'être vu sans avoir à te confronter à toi-même. Et quand elle se retire, tu ne te sens pas seulement rejeté. Tu te sens effacé, non parce qu'elle est cruelle, mais parce que tu as externalisé ta complétude. Tu lui as donné la responsabilité de compléter un homme que tu n'as jamais construit seul. Mais ce n'est pas là que ça s'arrête. C'est là que tu te relèves, pas contre elle, mais en toi-même. Tu arrêtes de courir après son sourire comme un trophée et tu commences à bâtir un toit qui ne disparaît pas quand personne ne regarde. Tu arrêtes de demander ce qu'elle voit en toi et tu commences à demander ce que tu vois quand tu regardes dans le miroir. Tu arrêtes de jouer la masculinité pour la validation et tu commences à la vivre par principe. C'est le tournant de la dépendance vers le devoir, de l'esclavage émotionnel vers la clarté souveraine. Elle n'est pas ton juge, elle n'est pas ta rédemptrice, elle n'est pas ton miroir. Elle est une personne complexe, belle, imparfaite, puissante. Et toi aussi. Le moment où tu n'as plus besoin de sa validation pour te sentir homme, c'est le moment où tu le deviens enfin. Parce qu'elle le testera. Elle sentira le changement.
Quand tu ne trembleras plus pour son approbation, elle le percevra. Et elle pourrait s'éloigner. Ou elle pourrait se rapprocher, non pas de la performance, mais de la présence. Du toi qui n'a plus fin de son regard, mais qui la voit clairement, au-delà du mythe, au-delà du miroir. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la connexion, rare, réelle. Mais cela ne commence que lorsque le besoin de validation meurt. Alors laisse-le mourir. Laisse le mythe s'effondrer. Laisse l'histoire qui t'a dit que son amour te rendrait entier brûlé à tes pieds. Et tiens-toi non pas au-dessus d'elle, non pas contre elle, mais à ses côtés. Comme quelqu'un qui n'est plus gouverné par sa réaction, mais par sa propre raison. Parce qu'un homme qui sait qui il est peut enfin la voir telle qu'elle est. Pas un objet de beauté, pas une gardienne de valeur, pas une récompense pour avoir été bon. Juste une femme. Et dans cette vision, dans cette clarté, peut-être qu'enfin quelque chose de vrai peut commencer. Elle commence souvent par un verre de vin et un soupir fatigué. Elle a 32, peut-être 35 ans. Les lumières de son appartement sont tamisées. Netflix lui demande si elle regarde encore. Et son téléphone brille dans sa main comme une machine à sous. Elle ouvre Instagram. Une vidéo lui lance en plein visage « Où sont passés les vrais hommes ?» Une autre affirme que sortir avec quelqu'un après 30 ans est devenu impossible. Les commentaires défilent, des femmes qui acquiescent en cœur numérique. Elles accusent les hommes, les applications, cette génération entière. Elles glissent vers TikTok. Une femme maquillée comme pour un combat pleure dans sa voiture. Elle raconte un rendez-vous avec un homme sans argent, coupable d'avoir osé proposer de partager l'addition. Une autre vidéo apparaît. S'il ne gagne pas 6 chiffres, s'il ne mesure pas plus d'1,80 m et s'il n'est pas émotionnellement disponible, ne t'abaisse pas, reine. Les applaudissements virtuels explosent dans les commentaires. Flammes et cœurs levés. Notre personnage hoche la tête. Tout lui semble familier, comme un miroir qui flatte. Elle est convaincue que son problème est simple. Les hommes sont devenus faibles, immatures, incapables de s'engager. Les vrais hommes ont disparu. Mais si l'on pouvait appuyer sur pause et élargir le cadre de cette scène, une autre vérité apparaîtrait. À l'autre bout de la ville, un homme d'une trentaine avancée termine une séance de sport après 10 heures de travail. Ce n'est pas une star de cinéma, mais il est stable, il a payé ses dettes, construit sa carrière, prend soin de lui, entretient un cercle restreint d'amis. Il n'a pas peur de l'engagement, il a peur du chaos. Il a vu des divorces transformés en champs de bataille. Il a vu des amis perdre la moitié de leurs économies pour avoir ignoré les signaux d'alerte. Alors, quand il entend « Je suis une femme forte et indépendante, tu dois m'impressionner », il se retire en silence. Ces deux êtres vivent dans la même ville. Ils se croisent dans les supermarchés, les parkings, les cafés, les halls d'hôtels. Pourtant, ils restent invisibles l'un à l'autre. Non pas à cause de la distance, mais à cause d'un filtre invisible, leur état d'esprit. Et c'est là que la question se pose. Ce filtre, est-ce la société qui l'a imposé ou est-ce nous qui l'avons construit? Est-ce que nous cherchons vraiment à rencontrer l'autre ou simplement à confirmer nos propres croyances? Si tu regardes cette vidéo, demande-toi, combien de fois as-tu laissé ce filtre décider à ta place? Partage ton expérience en commentaire, car c'est là que commence la vraie conversation. Et si tu veux continuer à explorer ces vérités cachées, abonne-toi, parce que ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est seulement le début. Ce n'est pas une histoire de femmes condamnées après 30 ans. Ce n'est pas une histoire d'hommes transformés en saints. C'est l'histoire d'un état d'esprit. Un état d'esprit nourri, récompensé, amplifié. L'entitlement, pas les standards, l'entitlement. Parce qu'il y a une différence entre standard et entitlement. Les standards reposent sur le respect mutuel. L'entitlement est un contrat silencieux qui dit « Je mérite des résultats premium simplement parce que j'existe. Je mérite sans effort, sans réflexion, sans responsabilité. » Et beaucoup de femmes, surtout celles qui ont traversé leurs 20 ans portées par la beauté, l'attention et des options infinies, se heurtent brutalement au mur après 30 ans. Le jeu a changé, mais personne ne les a prévenus. Alors, au lieu d'adapter leur stratégie, elles doublent la mise sur le blâme. Ce que nous allons explorer ici n'est pas un pamphlet haineux, c'est une autopsie psychologique. Nous allons disséquer ce qui se passe émotionnellement, socialement et mentalement quand l'entitlement rencontre la réalité. Nous allons examiner les habitudes forgées dans leurs 20 ans, les illusions renforcées par les réseaux sociaux,
les échos qui les proclament parfaites et la raison simple pour laquelle les vrais hommes se retirent discrètement du processus. Si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent coincées dans une boucle permanente, se plaindre des hommes, enchaîner les mauvais rendez-vous, rejeter les hommes stables, courir après le chaos, puis demander « Où sont passés les vrais hommes ?» Tu es sur le point de voir le schéma, et une fois que tu le vois, tu ne peux plus l'ignorer. Acte 1. Les années 20, l'illusion d'options infinies. Dans ces 20 ans, le monde était différent. Une photo en robe mignonne et 200 likes, 20 DM au réveil, des verres gratuits au club, des dîners offerts juste pour la rencontrer, des week-ends avec des hommes qui ne connaissaient même pas son nom de famille. Son téléphone était une cascade de compliments. Tu es magnifique, tu es différente. Elle n'avait pas besoin de développer une conscience profonde de ce qu'elle apportait à une relation. Le marché l'inondait d'attention, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce que notre culture entraîne les hommes à courir et performer, et les femmes à recevoir et sélectionner. Mais il y a un revers. Si tu passes 10 ans traité comme un produit en édition limitée, la gratitude, la curiosité, la responsabilité émotionnelle semblent être une dégradation. Son inconscient enregistre « Si je suis là, c'est déjà un cadeau. Il doit s'élever à ma hauteur. » Acte 2. L'algorithme du chaos. Ajoute les réseaux sociaux. Elle voit des vidéos de soft life, cocktail à Dubaï, sac de luxe, voiture brillante. Les légendes disent « Ne jamais se contenter. Princess treatment only. » Mais personne ne poste. Il m'a aidé à réguler mes émotions pendant une crise. Personne ne montre. Nous avons réparé un conflit sans hurler. Le chaos est viral. La stabilité ne l'est pas. L'algorithme entraîne son système nerveux. L'attention devient preuve de valeur. Le drame devient preuve de passion. L'effort masculin devient une dette qu'on lui doit. Elle ne le dit pas à voix haute, mais le schéma s'installe. 3 promesses silencieuses s'impriment. Il y aura toujours plus d'options. Le bonhomme tolérera tout et continuera à courir. Sa valeur ne changera jamais avec le temps. Acte 3. Les 30 ans, le choc du réel. Puis arrive la trentaine. L'attention continue, mais elle change de saveur. Moins intense, plus superficielle, plus sexuelle. Les hommes sérieux deviennent prudents. Ils posent des questions plus dures. Ils observent comment elle parle de ses ex, comment elle traite les serveurs, comment elle gère les conflits. Elle confond cette prudence avec de la faiblesse. Elle appelle ça de l'indisponibilité émotionnelle. Ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'elle n'est plus traitée comme un jouet. Elle est évaluée comme une partenaire. Et c'est là que l'entitlement percute la réalité. Elle veut les bénéfices de ses 20 ans avec la stabilité de ses 30 ans. Elle veut rester le prix sans jamais avoir appris à être une coéquipière. Acte 4. Le rendez-vous qui dévoile. Tout imagine un rendez-vous. Elle arrive en retard, habituée à être accommodée. Elle est élégante, parfumée, impeccable. Elle s'assoit et commence l'entretien. Que fais-tu? Combien gagnes-tu? Où vis-tu? Pourquoi es-tu célibataire? Il répond. Professeur, ingénieur, entrepreneur en croissance. Stable, pas flashy. Elle sourit, mais intérieurement, elle décroche déjà. Plus tard, elle dira « Il était gentil, mais pas de déclic ». Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il n'a pas nourri son ego instantanément. Ironie, elle a souvent toléré des hommes chaotiques, imprévisibles, incapables d'effort. Pourquoi? Parce que le chaos imite l'intensité. Acte 5. L'armure et la peur cachée. Beaucoup de femmes dans cette posture portent des déceptions non digérées. Des ex-infidèles, des relations avortées, des illusions brisées. Au lieu de se demander « Quel schéma ai-je nourri ?», elles construisent une armure, langage corporate. Je connais ma valeur, je refuse de me contenter. En forme saine, c'est puissant. En forme toxique, c'est un bouclier contre l'introspection. Elles transforment les rendez-vous en évaluation de performance. Elles oublient que l'homme en face n'est pas un employé. C'est un être humain qui cherche la compatibilité. Et voici le twist. L'entitlement cache souvent une peur profonde. Derrière « je suis le prix » se cache « et si personne ne me choisit ? Et si mon temps est passé ? Et si j'ai parié sur des options infinies et que le casino ferme ?» Au lieu de regarder ce miroir, elle projette. Les hommes deviennent le problème. Les applis deviennent le problème. La ville devient le problème. Tout sauf l'idée que leur attitude, leurs compétences émotionnelles
leurs approches doivent évoluer. Ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'elle crée une dette émotionnelle. L'homme doit surpayer pour obtenir un traitement normal. Et les seuls hommes prêts à surpayer sont souvent désespérés, manipulateurs ou en attente de récupérer plus tard. Et toi, que penses-tu de ce filtre invisible? As-tu déjà vu ce schéma autour de toi? Partage ton expérience en commentaire. Les hommes émotionnellement sains ne s'attardent pas. Ils s'éloignent en silence et laissent derrière eux son récit. Les vrais hommes n'existent pas. Mais regardons un instant la psychologie masculine moderne. L'homme que l'on qualifierait aujourd'hui de réel stable, émotionnellement ancré, responsable n'est plus naïf. Il a vu les diatribes sur les réseaux sociaux où les hommes sont traités de déchets parce qu'ils n'ont pas financé le style de vie d'une inconnue. Il a vu des rendez-vous filmés en secret et tournés en ridicule. Il a vu des vidéos où des femmes se vantent d'utiliser les hommes pour des dîners, des voyages, de l'attention. Il a vu des divorces où une erreur à 29 ans devient 10 ans de ruine émotionnelle et financière. Il a entendu des histoires d'accusations mensongères, d'enfants utilisés comme armes, d'amour transformé en litige. Alors, quand une femme de plus de 30 ans, nourrie par l'entitlement, entre dans sa vie en exigeant générosité aveugle, patience inconditionnelle, poursuite constante et zéro responsabilité, il ne voit pas une reine, il voit un risque. Cet homme a évolué. Il lit le langage corporel. Il écoute entre les lignes. Quand elle se vante d'avoir trompé son ex pour se venger, il enregistre. Quand elle méprise les hommes qui gagnent moins qu'un chiffre fantasmé, sans jamais examiner ses propres habitudes de dépenses, il enregistre. Quand elle exige du leadership mais refuse la courtoisie la plus élémentaire, il enregistre. Il n'est pas en colère, il est attentif. Et parce qu'il a appris à protéger sa paix, il préfère rester seul plutôt que négocier avec l'entitlement. Pour lui, la solitude n'est pas une prison. C'est la sécurité, la clarté, le contrôle de son environnement émotionnel. Le contraste est visible un vendredi soir. Elle est sur son canapé, envoyant des notes vocales à ses amis sur la médiocrité des hommes de sa ville, défilant sur les applis, rejetant ceux qu'elle juge en dessous de son niveau imaginaire. Lui, il cuisine, lit, joue, travaille sur un projet ou s'entraîne au gymnase. Il ne passe pas ses soirées à se plaindre des femmes. Il a fait la paix avec l'idée qu'il préfère attendre que mendier. Voilà le paradoxe. Les seuls hommes qui tolèrent de son pire comportement sont précisément ceux qu'elle dit ne pas vouloir. Les faibles en quête de validation ou les manipulateurs qui jouent le jeu jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Les vrais hommes refusent d'endosser le rôle de thérapeute, de portefeuille, de punching ball émotionnel et de fournisseur d'ego. Psychologiquement, c'est le basculement critique. Les hommes n'ont plus peur d'être seuls. Et quand cette peur disparaît, l'entitlement perd son levier. Car l'entitlement a besoin d'un acheteur. Il ne fonctionne que si quelqu'un continue de courir, de s'excuser, de prouver, d'absorber les tempêtes. Quand les hommes commencent à poser des limites, tout l'écosystème change. La femme qui disait « s'il voulait, il le ferait » rencontre soudain des hommes qui pourraient, mais ne veulent pas. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'aiment pas les termes. Et au lieu de se demander « qu'est-ce qui, dans mes termes, repousse l'homme que je dis vouloir ?» Elle retourne dans sa chambre d'écho. On lui répète « tu n'es pas le problème, les hommes sont faibles, tu es trop forte ». Cela la réconforte. Cela la maintient exactement là où elle est. Et voici la partie qui pique, mais qui ouvre une porte. Une femme de plus de 30 ans qui se reconnaît dans ce portrait n'est pas condamnée. Ce n'est pas l'âge qui est en cause. C'est le refus de dépasser le mindset récompensé à 22 ans. Celles qui brisent la boucle font une chose difficile. Elles arrêtent de demander seulement « qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes ?» et commencent à demander sincèrement « qu'est-ce que ça fait de sortir avec moi ?» Pas en mode défensif, pas en performance, mais en véritable audit. Qu'est-ce que ça fait de me contredire? Est-ce que je me moque des émotions ou est-ce que je sais les accueillir? Est-ce que j'écoute ou est-ce que j'attends juste mon tour pour parler? Est-ce que j'apporte la paix ou l'attention constante? Est-ce que je mène avec curiosité ou avec exigence? Cet examen est brutal. Il force à confronter l'écart entre le partenaire qu'elle croit être et celui qu'elle est réellement. Pour les femmes prises dans l'entitlement, cela signifie souvent faire le deuil de deux illusions. L'illusion des options infinies. L'illusion de la supériorité sans effort. Cela signifie comprendre
que les hommes ne sont pas des candidats pour un rôle dans son film personnel. Ce sont des êtres humains avec des histoires, des peurs, des désirs, des limites. Les vrais hommes veulent donner, protéger, investir. Mais ils ne le feront plus dans des environnements où la gratitude est vue comme une faiblesse et la collaboration comme une corvée. Pour les hommes, votre paix est là. Arrêtez de débattre avec l'entitlement. Vous n'avez pas besoin de longs discours. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Votre rôle est de vivre de manière stable, respectueuse de vous-même, honnête, et d'être sélectif sur qui accède à cela. Vous n'êtes pas un centre de réhabilitation pour ego démesuré. Vous n'êtes pas un sponsor pour un style de vie. Pour la femme, si tu ressens ce pincement dans l'estomac, ce malaise qui dit « ça me ressemble un peu trop », sache que ce n'est pas ton ennemi. C'est la porte vers une expérience différente. Quand l'entitlement tombe, l'espace s'ouvre pour quelque chose de rare, le partenariat. Le partenariat ne signifie pas abandonner les standards. Il signifie remplacer les exigences vagues par des valeurs claires. Remplacer « que m'apportes-tu » par « que pouvons-nous construire ensemble ?» Remplacer le blâme par la curiosité. Un vrai homme n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il a besoin que tu sois réelle, que tu puisses t'excuser, ajuster, écouter, apprendre. Pas seulement poster des citations sur la guérison. Si tu fais ce pas, 30 ans ne deviendra plus l'âge où tout s'effondre. Il devient l'âge où tu dépasses la performance et commences à dire la vérité. D'abord à toi-même, puis à ceux que tu rencontres. Les femmes qui peinent à dater des hommes réels après 30 ans ne souffrent pas d'une malédiction. Elles souffrent d'un refus de grandir. Transforme ce refus en volonté de confronter tes propres schémas. Et tout change. Les hommes que tu attires, les relations que tu construis, la façon dont tu te regardes dans le miroir. Le marché amoureux n'est pas seulement une question de qui est dehors. C'est une question de qui tu es quand tu entres. Et toi, que penses-tu de ce basculement psychologique ? As-tu déjà observé ce paradoxe autour de toi ? Partage ton expérience en commentaire. Et si tu veux continuer à explorer ces vérités cachées, abonne-toi, parce que ce n'est pas la fin de l'histoire, vient tout juste de commencer. Pour t'aider dans ta quête de comprendre le comportement humain, je t'ai préparé un guide ultime qui te permettra de voir la psychologie humaine autrement. Télécharge-le et fais-moi un retour. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo.